Hermann Wilhelm Göring, numéro 2 du Troisième Reich. Homme de pouvoir et de grands mots, cumulard sans scrupules de fonctions diverses. Président du Parlement de Prusse, commandant en chef de la Luftwaffe, ministre du Reich à la forêt et à la chasse, président du Reichstag, maréchal du Reich de la Grande Allemagne. Accusé numéro 1 au procès de Nuremberg. C'était un homme sans aucun doute qui me rappelait toujours César Borgia, un de ces personnages de la Renaissance, qui était peut-être brillant mais aussi dépourvu de tout sens moral. Il était très gros et toujours affublé de toutes ses décorations. Ça faisait rire, bien sûr, parce qu'on avait toujours l'impression qu'il aurait bien aimé être acteur, lui aussi. Pour nous, il était le chef de la famille. Et si nous avions n'importe quel souci, nous pouvions toujours nous en remettre à lui. Mais comme je vous disais, et pour parler de manière imagée, nous étions toujours au garde à vous devant lui. Pour nous, jeunes sous-lieutenants, il représentait un idéal. Pilote de chasse décoré de l'ordre pour le mérite pendant la Première Guerre mondiale. À l'époque, nous le vénérions. Cela a vite changé. Retour sur la vie d'un aventurier. Son enfance déjà le prédispose à l'aventure. Il passe le plus clair de ces années-là dans le vieux château d'Hermann von Eppenstein, son parrain juif flamand de sa mère. Le fils se sent laissé pour compte. Il se réfugie dans un monde imaginaire, sur le chemin de ronde de son château. Göring déteste l'école et fugue à plusieurs reprises. Commentaire de sa mère, Hermann sera soit un grand homme, soit un grand criminel. Une école de cadets prussienne doit ramener le jeune frondeur à la raison. À la surprise générale, il s'y transforme en élève officier modèle. Il semble soulagé d'être séparé de sa famille et arbore avec fierté son premier uniforme. En 1911, il passe l'examen d'aspirant, mention excellent. Deux ans plus tard, il passe son baccalauréat, décroche son brevet d'officier et devient sous-lieutenant dans un régiment d'infanterie. Voici les premières images animées du jeune Göring en quête de nouvelles aventures. Des aventures qu'il pense trouver plutôt dans les airs que sur terre. Peu après le début de la guerre, il se fait muter dans l'aviation impériale, passe son brevet de pilote et en 1916 prend part à ses premiers combats. Son courage lui vaut d'obtenir le commandement d'une escadrille de chasse et la plus haute décoration allemande pour acte de bravoure exceptionnel, l'Ordre pour le mérite. 4 mois avant la fin de la guerre, il prend le commandement de l'escadrille Richthofen. Il succède ainsi au plus fameux pilote de chasse de l'époque. Il profitera encore longtemps de cette gloire. Après la guerre, les troubles d'une époque nouvelle. Göring fait partie des soldats désemparés qui se sentent trahis et ressentent le traité de Versailles comme un camouflet. Mais il veut surtout continuer à voler. Comme cela n'est plus possible en Allemagne, il va en Suède, où il vend des parachutes allemands et gagne sa vie dans l'aéropostale et en faisant des baptêmes de l'air. L'une de ses missions le conduit à la propriété d'un noble suédois. Pour une nouvelle aventure. Il tombe follement amoureux de la jolie Karin von Kantzow.
La comtesse, de 5 ans son aînée, succombe au charme un peu rustaud du pilote allemand. Sous l'effet d'une exaltation toute romantique, elle abandonne mari et fils et suit son amant en Allemagne, où il convolte un an plus tard. En Allemagne, justement, la grogne contre Versailles prend de l'ampleur. Göring cherche le contact avec des gens qui pensent comme lui. Lors d'un meeting du NSDAP, il rencontre Adolf Hitler. Göring est autant enthousiasmé par le discours que par l'orateur. Dès l'instant où je le vis et l'entendis, je lui fus tout acquis. Il adhère au parti nazi et il fait du ramassis de traîne rapière qui était la SA d'Hitler une véritable armée privée. C'est en tant que chef de cette SA qu'il endosse son premier uniforme de fantaisie. Plutôt qu'à approfondir le contact avec ses camarades de parti, il recherche la compagnie de généraux mécontents et d'autres groupes nationalistes. Il veut ouvrir la voie à Hitler et mijote un coup fumeux, destiné à faire chuter le gouvernement de Berlin, mais qui s'achève à peine commencé, de façon abrupte, à Munich. Sous le feu de la police bavaroise, les putschistes se dispersent. Göring, grièvement blessé, s'enfuit en Autriche avec Karin. Un mandat d'arrêt est lancé contre lui. Arrivé à Innsbruck, il souffre tant qu'il doit se mettre en quête d'un hôpital. Il est opéré et reçoit 2 fois par jour de la morphine, le début d'une dépendance qui ne cessera plus. De sa prison, Hitler lui demande d'aller en Italie et de prendre contact avec Mussolini. Pour les Göring, c'est là une mission sur mesure. Hôtel sur le Grand Canal, dont le propriétaire, un Allemand, sympathise avec les nazis. Ambiance élégante, dépêche grandiloquente à Rome, mais Mussolini refuse de les recevoir. Hitler n'est pas encore digne de crédit pour le Duce. Une année perdue en Italie. En Allemagne, on l'oublie. Repli sur la Suède, dans l'espoir d'obtenir un secours des parents de Karin. Dans un minuscule appartement de Stockholm, Göring se bat avec sa morphinomanie. L'argent fait défaut pour la dose quotidienne. Il ne se contrôle plus, il devient violent et doit pour finir être placé dans une clinique psychiatrique pour malades dangereux. Là, les médecins dressent un diagnostic terrifiant. Hystérique brutal, très faible de caractère. Suicidaire, dépressif, égocentrique, antisémite haineux. Les parents de Karin ne supportent ce gendre que parce que leur fille est tombée très gravement malade. En Allemagne, on s'exerce à la démocratie, y compris les ennemis de celle-ci, de gauche et de droite. Avec l'élection d'Hindenburg à la présidence du Reich, l'heure du retour a sonné pour Göring. Après quelques atermoiements, Hitler le réintègre à la direction du parti. Héros hautement décoré de la Première Guerre mondiale, Göring vient à point pour gagner à Hitler les faveurs de la haute société berlinoise. Enfin une position influente. Mon oncle était convaincu dès cette époque, dès 1923, qu'une solution à la situation catastrophique dans laquelle se trouvait l'Allemagne après la Première Guerre mondiale n'était possible qu'avec Hitler. C'est pourquoi il n'est pas douteux que la fidélité inébranlable qu'il lui avait jurée, il la lui avait également jurée en son fort intérieur. Et Hitler a bien sûr réalisé que Göring était l'un de ses collaborateurs les plus fidèles et les plus performants, d'autant qu'il était peut-être le seul ou l'un des rares à avoir le contact avec tous les milieux et qu'il avait aussi une réputation. Du Kronprinz, le prince héritier à la noblesse d'argent,
Göring fait partout passer la séville. Par exemple, Krupp, l'industriel Thyssen, le financier Hjalmar Schacht. Tous débloquent des fonds pour aider Hitler à accéder au pouvoir. Dans le sillage d'Hitler, Göring fait lui aussi carrière comme député au Reichstag et même pour finir comme président de ce même Reichstag. La République de Weimar se démonte toute seule. Le loup est à la tête de la bergerie. Göring au pouvoir, ministre sous Hitler qui l'apprécie. Ce fidèle second sait garder toujours la tête froide quand surviennent des crises. Il conclut un arrangement avec von Papen, l'ex-chancelier. Il gagne le soutien d'Hugenberg, le tsar de la presse, une alliance fatale pour la République moribonde. Pourtant, c'est ailleurs que Göring installe les leviers de son pouvoir. Chargé des fonctions de ministre de l'Intérieur de Prusse, il ne mâche pas ses mots. Denn hier liegt der Schlüssel zur gesamten Machtposition. Ich werde mit eisernem Besen auskehren und alle diejenigen, die ausschließlich wegen ihrer roten oder schwarzen Gesinnung und zur Unterdrückung aller nationalen Bestrebungen in Amt und Würden sitzen, hinausfegen. Ce ne sont pas des phrases en l'air. Göring se sert de l'incendie du Reichstag pour lancer une chasse impitoyable contre ses adversaires politiques. Ils avaient tous ces listes noires, et c'est grâce à cela qu'ils ont pu faire un pareil coup de filet. Nous avons été interrogés pendant des nuits entières, comme je le disais, nous étions enfermés dans la cave, abandonnés sans nourriture, on nous frappait la tête contre les murs, c'était tout le temps comme ça. Le pire pour moi, c'était de me retrouver en prison. Moi, un jeune homme de 17 ans, qui n'avait jamais songé à me situer en dehors des lois. Le créateur de la Gestapo confond violence et patriotisme. Als die Revolution vor wenigen Monaten durch ganz Deutschland brauste, begann sie damit, dass sie das furchtbare System der Vergangenheit, das System des Parlamentarismus, des Pazifismus, vernichtete, zerstörte. Au Parlement de Prusse, Göring supprime les décisions à la majorité. Cette notion anonyme de la majorité qui a fait de la lâcheté du nombre le maître de nos décisions. Le maître de séant, à présent, est un homme qui fait construire pour l'élimination de ceux qui pensent différemment des camps de concentration, dont la seule évocation suscite bientôt l'horreur partout dans le monde. Il lui est aussi arrivé de parler des camps. Il disait qu'il ne s'agissait que d'une solution transitoire, rendue nécessaire par les turbulences que traversait le Reich en cette année 1933. Mais que plus tard, les gens ne pourraient être privés de liberté que suite à une décision judiciaire en bonne et due forme. Une promesse qui ne sera jamais tenue. Au lieu de cela, Göring travaille avec frénésie à accroître son pouvoir. La création d'un ministère de l'air lui permet de s'adjuger un nouveau poste et procure à l'industrie allemande un flot de nouvelles commandes. Il réalise son rêve d'une armée de l'air allemande, en secret dans un premier temps.
Son objectif est la création d'une troupe autonome de pilotes, sur le modèle de celle que Balbo dirige déjà dans l'Italie fasciste. Göring se crée encore un nouvel instrument de pouvoir avec une centrale d'écoute téléphonique qui porte le nom anodin de bureau de recherche. Il allait de soi que nous écoutions l'ensemble des conversations téléphoniques des ambassades étrangères. À l'époque, qu'elles aillent d'ouest en est ou d'est en ouest, elles passaient toutes par Berlin, de sorte que cela ne présentait techniquement aucune difficulté d'écouter toutes les conversations des ambassadeurs. Personne ne savait ce que nous faisions vraiment. Tout cela était très anodin, nous étions simplement une annexe du ministère de l'Air. Et cette annexe écoute tout, partout dans le Reich. Par exemple, quand Röhm, le chef de la SA, complote avec ses subordonnés. Par crainte d'un putsch de Röhm, qui n'a jamais existé, Göring et Hitler montent de toutes pièces un massacre. Dans son ancienne école de cadets, Göring fait fusiller 43 prétendus putschistes, tandis qu'Hitler fait le ménage dans le parti en Allemagne du Sud. Le premier assassinat de masse du Troisième Reich. Un prélude seulement. Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Sous les applaudissements des membres du parti meurt le dernier reste d'humanité. Mais il insistait pour dire qu'il n'était pas antisémite, mais asémite, qu'il voulait éliminer ou refouler les Juifs de la vie économique et commerciale, mais ne voulait aucunement s'en prendre à eux avec brutalité. Il veut les détrousser systématiquement et agit en conséquence, avec au final les pleins pouvoirs pour l'Holocauste. Le chef SS Heydrich reçoit de Göring un chèque en blanc pour la solution finale de la question juive et la destruction planifiée de millions de Juifs. Un assassin en col blanc avec qui parfois on peut discuter. Il a évité à beaucoup de gens d'aller en camp de concentration, tout ça. C'est un fait avéré. Et surtout, il y avait Grüngens, qui faisait beaucoup avancer ce genre de choses et qui s'est beaucoup débattu pour ses collègues, ses acteurs qui avaient peut-être une femme juive. Et là, M. Göring, de fait, était très généreux, il faut le dire. Je crois qu'il n'y a pas un haut responsable nazi qui n'ait pu se targuer d'avoir aidé tel ou tel ami juif. Ça n'avait rien d'extraordinaire. Le monde ferme encore les yeux. Nombre de diplomates apprécient la compagnie de l'homme du monde, Göring. Lui utilise sa passion pour la chasse pour mener des conversations secrètes en vue de faire aboutir ses propres objectifs. À la différence d'Hitler, Göring pense à un empire économique allemand qui se déploierait principalement vers l'Europe du Sud-Est. Première étape, l'annexion de l'Autriche. Göring pousse à la roue quand Hitler hésite. L'entrée triomphale d'Hitler dans son pays natal est le résultat de la tactique de chantage appliquée avec détermination par Göring. Mais le projet suivant du triomphateur, le coup de main sur les Sudètes, semble trop risqué à Göring. Il tente de réduire les risques par des conversations secrètes avec les puissances occidentales. À l'ambassadeur britannique Henderson, il promet les 4 meilleures serres d'Allemagne si la Grande-Bretagne se tient tranquille pendant la crise des Sudètes. Il veut la paix parce qu'il a trop à perdre. Mais dans le territoire des Sudètes, les troupes auxiliaires d'Hitler se mobilisent. Göring joue sur tous les registres. Malin, il implique l'Italie, le partenaire de l'Allemagne, dans l'Axe. Il lui demande de jouer les bons offices et rédige lui-même un projet de traité que Mussolini présente à la conférence de Munich comme sa propre proposition. Alors même que l'influence de Göring semble à son zénith, en coulisses, il apparaît clairement qu'il a perdu le contact direct avec Hitler.
Le dictateur mise sur l'expansion agressive, son paladin sur le chantage à la table de négociation. Hitler veut agir, Göring manœuvrer. Sa joie de voir la crise trouver une issue pacifique n'est pas partagée par Hitler. Celui-ci nomme Ribbentrop ministre des Affaires étrangères, un homme qui est totalement en accord avec ses vues bellicistes et qui cherche à limiter l'influence de Göring. C'est ainsi que l'homme le plus puissant du Reich après Hitler est en villégiature à San Remo quand les troupes allemandes entrent dans Prague. Le curiste Hermann Göring est déchiré entre sa fidélité à Hitler, qui n'a plus que la guerre en tête, et son désir de jouir de la paix. Il est clair pour lui qu'il ne pourra rester le numéro 2 que s'il est inconditionnellement fidèle à Hitler, bien qu'il sache que la Pologne est déjà désignée comme prochain objectif de guerre. Néanmoins, il tente en secret de repousser le conflit qui menace. Par l'entremise d'un industriel suédois, il prend contact avec le gouvernement britannique et envisage de s'envoler lui-même pour Londres. Son bureau de recherche le tient en permanence informé de l'état des négociations entre la Pologne et les puissances occidentales. Toutes les conversations étaient écoutées, tout était rapporté, et il se peut que des conclusions erronées aient été tirées, que l'on ait pensé que l'Angleterre et la France n'interviendraient pas. Mais cette fois, elles sont prêtes à intervenir, et Göring implore Hitler. Cessons donc pour une fois de jouer à qui tout double. La réponse d'Hitler, toute ma vie j'ai joué à qui tout double. Tout est en place désormais pour la course à l'abîme. Göring se retire dans sa propriété de la Schorfheide. Il s'est fait construire là une résidence dont le luxe ostentatoire est censé en imposer aux visiteurs. Il l'a nommée Karinhal, en souvenir de sa première femme. Le maître des lieux aime la pompe et l'ornementation. Ses relations avec les milieux industriels lui permettent un mode de vie approprié. À elle seule, la manufacture de tabac Remsma lui verse 1 million de marks par an. Grâce à ses libéralités, il peut s'adonner à un autre de ses plaisirs, la chasse. Zum Zweiten habe ich Sie, meine Damen und Herren, eingeladen, heute einmal in die schönsten Teile der Schorfheide einen Blick werfen zu können, damit Sie gerade überzeugt werden, dass Berlin nicht nur eine Asphaltwüste ist, sondern dass es neben seinen schönen Parks auch in der nächsten Umgebung einzigartig schöne, herrlichste Naturgebiete besitzt. Dans ce cadre idyllique mis à sa disposition par l'État, Göring est le grand veneur. Il est grand maître des forêts et chasseur du Reich. À chaque fonction son uniforme. Voici l'homme de pouvoir déguisé en saltimbanque. Je suis un homme de la Renaissance. C'est ainsi, j'aime l'apparat. Sans doute faut-il rattacher à son goût de l'apparat son égomanie. Les calèches d'apparat des temps modernes. Elles mettent en joie l'homme de la Renaissance. Mais la joie de vivre ne serait rien sans les femmes. Après la mort de Karin, voici une nouvelle épouse, l'actrice Emmy Sonnemann. Le mariage religieux met en rage les dogmatistes du parti, mais avec Hitler pour témoin, personne n'ose protester ouvertement. La nouvelle épouse que Göring souhaite voir appeler Hohe Frau, haute dame, donne un ton bien à elle au mode de vie opulent de Karinhal. Chez les Göring, les anciens collègues de Emmy se bousculent au portillon.
L'acteur Gustav Gründgens flirte avec le pouvoir et est nommé directeur du Staatstheater. Une apparition au studio de la UFA, les gens du cinéma se sentent honorés. Il y a pourtant aussi d'autres réactions. Il se rapprochait. Et quand je me suis trouvée face à lui et que je lui ai tendu la main, j'ai failli mourir d'effroi. Je ne le voyais pas du tout comme ça. Il avait un visage qui m'était complètement étranger, un visage qui coulait tout en largeur, presque féminin, pâteux, boursouflé. Il n'était pas du tout comme je le croyais. C'était tout à fait inattendu, effrayant. Also auf Wiedersehen. Ich werde mich schon freuen, wenn ich Sie alle dann im Film sehe. Und ich wünsche Ihnen allen einen recht guten Erfolg bei dem Film. La plus modeste des résidences de Göring. Une ferme bavaroise sur l'Obersalzberg à Berchtesgaden. Toujours présent, ses animaux familiers. Ordentlich satt geworden, Cäsar. Los, schön, spring, hopp. Hermann faisant joujou. Dans chacune de ses résidences, il a installé des petits trains. Une façon plus convenable de fuir la réalité. Un yacht, le Karin II. Devant le pays, il joue au roi soleil bonhomme. Son nom devient le symbole d'un culte débridé de la personnalité. Derrière le masque du bon tonton se dissimule un homme de pouvoir sans scrupules. Un homme qui a plus que réalisé la prophétie de sa mère. Grand homme ou grand criminel, il est devenu les deux. Was hast du Schönes bekommen? Flieger? Na, wirst du auch ein Flieger werden? Was? Wenn du groß bist, was wirst du denn? Was wirst du? Ach, du bist ja Mädel. Heureuse surprise. 3 ans après son mariage, Amy donne à l'ami des enfants une fille, Edda. EDDA. On plaisante. Ewiger Dank dem Adjutanten. Un grand merci à l'aide de camp. Depuis qu'il avait été blessé par balle lors du putsch d'Hitler, le jeune père se croyait stérile. Le parrain, un autre bon tonton. Ami des enfants et frère d'armes. Depuis des années déjà, Hitler a décidé que son plus fidèle paladin serait son successeur, l'obligeant ainsi à le suivre dans son délire sur l'espace vital jusque dans la guerre. Avec la création de la Luftwaffe, Göring va disposer pour cet objectif d'un instrument de pouvoir bien à lui. Il appelle à ses côtés l'ancien patron de la Lufthansa, l'aviation civile, Erhard Milch, un organisateur ambitieux. Le reste de l'encadrement n'est pas toujours à la hauteur. Il faut comprendre que quasiment tous les généraux de la Luftwaffe n'avaient aucune pratique de vol. Il y avait bien quelques rescapés de la Première Guerre mondiale, mais ils étaient bloqués au niveau des commandants de division. Et donc ils n'avaient pas vraiment leur mot à dire. Tout l'état-major de l'armée de l'air était donc principalement composé de gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'était l'aviation de chasse et même n'avaient guère d'expérience, tout simplement, du vol. Et c'est justement avec les idées de ces gens-là que la Luftwaffe a alors été mise sur pied. Suite à des manœuvres peu ragoûtantes, les commandants en chef de l'ensemble des forces armées et de l'armée de terre sont destitués. Göring, qui tire les ficelles, se voit déjà leur successeur. Mais Hitler décide d'occuper lui-même la fonction et calme les ardeurs de son ambitieux vassal en lui octroyant le titre de grand maréchal. Celui-ci va maintenant se laisser entraîner dans la guerre sur 2 fronts qu'il voulait pourtant éviter.
Tandis que ses bombardiers attaquent la Pologne, son frère d'armes l'apaise en lui décernant un nouveau témoignage de confiance. Sollte mir in diesem Kampfe nun etwas zustoßen, dann ist mein erster Nachfolger Bataillengenosse Göring. Il confie pourtant à un ami après la séance. C'est terrible, Hitler est devenu fou. Et 2 jours plus tard, si nous devions perdre cette guerre, puisse le ciel nous venir en aide. À 20 appareils contre 1, la nouvelle arme de Göring a la partie belle. Als einst in Versailles dem deutschen Volk diese herrliche Waffe genommen wurde, da ahnte man nicht, dass unter der Führung Adolf Hitlers diese Waffe neuer, stärker und mächtiger wieder entstehen würde. Nun stehen wir am Abschluss des ersten Geschehens dieses gewaltigen Kampfes. Und was die Luftwaffe in Polen versprochen hat, wird diese Luftwaffe gegen England und Frankreich halten. En public, des moulinets de sabre. En coulisses, on tâte le terrain. Cette fois, Göring fait à Roosevelt la proposition suivante. Chancelier, il quitterait la Pologne et arrêterait les persécutions anti-juives. Le président américain réagit positivement et garantit à l'Allemagne ses frontières de 1914 et la restitution de ses colonies. Mais alors le courage manque aux guerriers. Au lieu de protester contre la guerre à l'Ouest, il s'enferme dans son monde imaginaire et se fait construire un monstrueux train de commandement. Un train avec wagon-salon, wagon-garage pour 8 voitures, infirmerie intégrée et laboratoire photo. Le personnel de base se compose de 20 personnes. Lors de la première conférence d'état-major, il se fait remarquer par sa méconnaissance du sujet. Il promet la Lune, alors que la Luftwaffe est pourtant loin d'être prête pour une pareille campagne. À Dunkerque, Göring connaît son premier revers quand tout un corps d'armée britannique parvient à s'en tirer pratiquement sans dommage. Le bombardement prétendument involontaire de Rotterdam donne le départ d'une terrifiante guerre aérienne. Mais ces faux pas sont vite oubliés dans l'allégresse qui fait suite à la victoire sur la France. Göring proclame Hitler plus grand chef de guerre de tous les temps et espère secrètement que son appétit guerrier sera maintenant apaisé. Il se rend à Paris. Il sillonne la ville en Rolls-Royce décapotable, en quête d'objets de valeur de toute nature. Le jouisseur qu'il est saisi d'une véritable frénésie d'achat. Au jeu de paume, un parterre de chefs-d'œuvre attend le collectionneur de Karin-Hall. L'ensemble des œuvres d'art volées aux Juifs déportés de Paris a été réuni ici, et Göring s'assure le premier choix. Velasquez ou Cranach, Léonard ou Monet, il obtient tout ce qui lui fait envie. Finalement, il promulgue des directives qui aboutissent à faire converger les biens des Juifs de toute l'Europe entre ses mains. À Bruxelles aussi, à Amsterdam, il est tombé sur des objets intéressants qu'il ne veut pas échapper. Il rafle pour quelques centaines de millions de marques d'œuvres d'art. Il les fait convoyer par chemin de fer, par les détours les plus divers, jusque chez lui. Karin-Hall devient un musée. Dans son entrepôt, délire et réalité se mêlent jusqu'à la caricature. De tous les pays occupés, au commandement de Göring, des trains entiers de chefs-d'œuvre pillés roulent vers l'Allemagne, suscitant aussi l'admiration du peintre paysagiste autrichien. Celui-ci a trouvé une nouvelle sinécure pour Göring, maréchal du Reich. Le voilà devenu le soldat le plus gradé d'Allemagne. Attaque aérienne sur l'Angleterre. L'indécision d'Hitler et le manque d'enthousiasme de Göring
conduisent à une entreprise hasardeuse dans laquelle les pilotes de chasse de Göring sont complètement dépassés. Pour l'instant, l'objectif Londres est laissé de côté. Pour l'instant. Churchill tient bon. Göring peut bien lancer sur la Manche toutes les escadrilles de bombardiers qu'il veut. Le rêve de la maîtrise totale des airs se brise sous le feu de la DCA britannique. En octobre 1940, 1700 appareils sont perdus. La réputation trompeuse de la Luftwaffe est envolée, tout comme celle de son chef. À cela s'ajoutent des disputes au sommet. Göring se refuse à fixer des priorités claires. Le chef des pilotes de chasse sur la Manche, Galland, exige plus de chasseurs. Les débats sur les différents types d'appareils s'enlisent dans une totale confusion. Même les actions de combat les plus audacieuses ne peuvent venir à bout de la suprématie des appareils britanniques. Chez les pilotes, le mécontentement s'installe. Quand je me suis retrouvé au front, la bataille d'Angleterre était déjà quasiment terminée et nous nous sommes mis à douter, à nous demander ce qui arrivait à notre commandement. Mais nous n'avons pas mis cela sur le compte de Göring. À l'époque, nous disions que si ça tournait mal, c'était la faute de notre mauvais commandement militaire, parce que la bataille d'Angleterre avait vraiment mal tourné. Rassemblement des boucs émissaires. Hitler avec Göring en ligne de mire. Celui-ci rejette la faute sur Udet, son chef de la production. Milch, l'homme aux talons multiples, est chargé de remettre de l'ordre. Il n'est pas de pure race aryenne. Mais comme Göring a besoin de lui, le maréchal du Reich déclare « Qui est juif ou pas, c'est moi qui en décide ». Incapable de prendre des décisions, Göring cherche refuge dans le monde merveilleux de l'enfance. Tandis que la Wehrmacht entame l'opération Barbarossa, le chef de la Luftwaffe joue avec des corbeilles de pierres précieuses, se gave de bonbons et se réfugie dans la maladie. Comme il ne peut pas empêcher Barbarossa, par l'intermédiaire de son contact suédois, il révèle le moment de l'attaque aux puissances occidentales. La guerre une fois commencée, il monte à contre-cœur dans son train spécial et installe son quartier général à 1 heure de la retraite du loup d'Hitler en Prusse orientale. Ici aussi, il engloutit des tonnes de cachets. Dans le tourbillon de la morphine, il fait un délire rose de la grise réalité. Mais elle le rattrape toujours. Le général Udet s'est suicidé. Le peuple ne doit pas apprendre la cause de sa mort. Les enterrements se succèdent. Quand l'avion du général Mulder s'écrase, Göring place Galland, 29 ans, pour lui succéder à la tête de l'aviation de chasse. En dépit de toutes les assurances de Göring, les Alliés pénètrent toujours plus avant dans l'espace aérien allemand. Ils attaquent Cologne, par exemple, avec 1000 bombardiers. Pour nous qui étions sous les bombardements, Göring était l'homme qui portait une grande part de responsabilité dans ce désastre. Oui, on peut le dire, parce que jusque-là, il faisait toujours de grandes phrases, parce qu'il ne s'était pas assez préparé, et puis tout simplement parce qu'il s'était lancé dans toute cette affaire. Alors que les villes, les unes après les autres, deviennent des champs de ruines, Göring n'est toujours pas disposé à admettre la vérité. Hitler lui reproche les bombardements que subit l'Allemagne, et Göring veut prouver que la Luftwaffe est encore opérationnelle. Les officiers de commandement, profondément divisés, ne font rien pour le dissuader, et Jeschonnek, le chef d'état-major, dépressif, lui apporte son soutien quand il promet de ravitailler par les airs toute une armée encerclée à Stalingrad. Trop sûr de lui, le maréchal du Reich va ainsi pousser des centaines de milliers de soldats dans un piège mortel. Pour nous, il était évident qu'on nous confiait une mission impossible à remplir. On ne peut pas ravitailler toute une armée par les airs.
280 000 soldats prisonniers de la neige et de la glace attendent un ravitaillement qui ne viendra pas. Il y a trop peu d'appareils pour lancer des vagues d'avions successives. L'entreprise est condamnée d'avance. Dès les premières rencontres, c'était la troupe aussi qui disait « il doit être devenu fou ». Ça, on pouvait le dire sur les aérodromes de l'avant. À l'arrière, il fallait la boucler. Mais sur les aérodromes du front, on le disait. D'ailleurs, c'était la réalité. La réalité. Des centaines de milliers de soldats allemands qui furent faits prisonniers par les vainqueurs soviétiques ou qui périrent de faim ou de froid. Après Stalingrad, on n'a quasiment plus entendu parler du chef suprême de l'armée de l'air. Et si par hasard, entre soldats, la conversation tombait sur lui, on disait « le gros ferait mieux de fermer sa gueule ». Mais il ne la fermait pas. Noch in 1000 Jahren muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat. On perd pied et à l'arrière aussi. Et puis on s'est mis peu à peu à désespérer. Toujours ces bombardements, toujours ces alertes, parfois aussi pour rien d'ailleurs. Mais même les alertes pour rien, on avait toujours peur et le cœur qui battait. Les gens mouraient dans des conditions atroces. Vraiment, il ne nous restait plus que nos yeux pour pleurer. Devant la faillite de la Luftwaffe, Hitler se résout à intervenir. Pour lui, Göring a échoué, même si quelques-uns de ses aviateurs se font encore des illusions. À ce moment-là, je suis revenu de Russie et je me suis retrouvé ici à défendre le Reich. Et là aussi, nous considérions toujours que les fautes qui avaient été commises étaient imputables au commandement dans son ensemble et non à Göring personnellement. Avec le débarquement en Normandie, la défense aérienne allemande s'écroule définitivement. Tout le discours sur les armes miracles s'avère lui aussi n'être qu'un leurre. Décidés à mettre un terme à cette folie, des officiers allemands se lancent dans une opération de la dernière chance. L'attentat contre le dictateur échoue. Le maréchal du Reich, aussitôt sur les lieux, propose en bon courtisan que la Wehrmacht soit dorénavant tenue à saluer elle aussi du salut hitlérien. Il y avait une blague qui courait dans la Wehrmacht, y compris chez nous, les Waffen-SS. Ça, c'est pour dire jusqu'où il y a de la merde en Allemagne. Ce salut-là. L'homme de pouvoir, désormais sans pouvoir, vient chercher une consolation auprès de la division qui porte son nom. Göring passa devant nous en nous saluant de son bâton de maréchal. Et il répétait toujours la même formule. Une fois que je suis passé, repos. Je n'avais encore jamais entendu ça. Il est arrivé devant moi à 1,5 mètre, je l'ai regardé dans les yeux et je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il a? Il a les yeux complètement vitreux. » C'est seulement plus tard que j'ai appris qu'il était morphinomane. Et puis il s'est avancé au milieu du carré. Il avait toujours une voix puissante, je dois dire. Et il s'est mis à brailler un discours, ça m'a complètement effaré, c'était d'une vulgarité incroyable. Il disait « Ces traîtres, ces salopards, ces trous du cul, c'est leur faute si le front Est s'est effondré et ils ont commis un attentat contre le Führer. Mais maintenant, on a remis les pendules à l'heure et vous allez botter le cul aux Russes. » Mais les Russes sont les plus rapides. À leur tour, des bombardiers soviétiques font bientôt leur apparition au-dessus de la capitale allemande, où rares sont les cibles encore intactes. Houdon, le responsable de ce désastre, a-t-il pris le courage de rendre encore visite à la population aux abois? Lui qui autrefois clamait qu'il voulait bien s'appeler Mayer ou bouffer un balai si un bombardier ennemi atteignait jamais le territoire du Reich, on le salue à présent évidemment d'un monsieur Mayer ou monsieur Mayer-Ballet. D'autres l'appellent Tengelmann,
quelque chose comme Félix Petain. Dans chaque ville, une défaite. Ultime tentative pour forcer le destin, l'avion à réaction, dont on promet monts et merveilles. Il vient trop tard et est mal utilisé. Et le carburant commence à se faire rare. Le commandant en chef de la Luftwaffe n'est plus que spectateur d'une débâcle inexorable. Quand les hurlements des orgues de Staline annoncent l'offensive finale, le père de famille prévoyant fait envoyer sa femme et sa fille en Bavière et cacher ses trésors artistiques dans une galerie de mines. Depuis longtemps, il a déposé d'énormes sommes d'argent en Suisse. L'anniversaire de son Führer l'oblige à une dernière visite au bunker sous la chancellerie détruite. Après quoi, il repart à Karinhal, fait sauter lui-même la propriété et se réfugie à Berchtesgaden. Et c'est depuis l'Obersalzberg que 3 jours plus tard, mais jugeant complètement de la situation, il risque un dernier geste en direction de la couronne. Il adresse un téléx à Hitler, dans lequel il lui propose de prendre sa succession. Si d'ici 22 heures je n'ai pas reçu de réponse, j'agirai conformément à votre décret pour le bien du peuple et de la patrie. Hitler et ses derniers vassaux prennent cette proposition pour un ultimatum. Le fidèle paladin, un putschiste, il est aussitôt déchu de tous ses mandats. Des SS le placent en détention préventive dans l'un de ses châteaux. De là, il essaye de prendre contact avec le général Eisenhower. Il lui fait des offres d'armistice interminables et dit attendre une conversation de maréchal à maréchal. Mais il ne reçoit pas de réponse. Au lieu de cela, il est convoqué à une rencontre avec le général américain Stack et fait prisonnier, poliment, mais fermement. Son commentaire en dit long sur son état d'esprit. J'aurais vécu au moins 12 ans convenablement. Quelques jours plus tard, des GIs découvrent sidérés les trésors amassés par Göring. L'heure de la vérité. La collection d'art d'Hermann Göring, la caverne du brigand. Le numéro 2 du Troisième Reich qui s'adresse directement à eux, les journalistes américains ne veulent pas manquer ça, même s'ils ont d'autres images en tête. De tout cela, il prétend n'avoir rien su. Délivré de sa graisse et de sa drogue, au procès de Nuremberg, il s'oppose en victime innocente de vainqueurs mal intentionnés. Un maître en duperie. Plein de ressources. Très vaniteux. Excessivement vaniteux et très fier de lui. Très sûr de lui. Göring se voit fournir encore une fois l'occasion d'étaler sa suffisance. Aux grandes dames de l'accusation, le tribunal accorde au discoureur impénitent 58 heures de temps de parole, une véritable torture, y compris pour les journalistes présents. Il essayait encore, devant ses co-accusés, de jouer au numéro 1, au maréchal du Reich.
Et puis lâchement, il repoussait toute espèce de responsabilité personnelle dans les crimes effroyables qui avaient été commis du temps où il se posait pourtant en numéro 2 derrière Hitler. Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne. Nul repentir, nul regret, nul examen de conscience. Au lieu de ça, maintenant encore, un aplomb insensé. Le marteau du président le contraint à une réponse brève, coupable ou non coupable. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. À la barre des témoins, il a joué son rôle avec beaucoup d'efficacité, en acteur, comme un acteur sur la grande scène du monde. Ich habe nie mein Einverständnis zum Ausdruck gebracht, dass sich eine Rasse über die andere als Herrenrasse bezeichnet, sondern die Verschiedenheiten der Rassen betont. Il n'y avait probablement rien dans la doctrine nazie à quoi Göring n'ait pas cru. Il a dit une fois qu'il était un fidèle paladin de son Führer. Et cela impliquait de croire à tous les principes du Führer, de les exécuter et de les suivre. Der Gerichtshof sprach den Angeklagten Göring in allen 4 Punkten der Anklageschrift schuldig und verurteilte ihn zum Tode durch den Strang. Après le jugement, il écrit encore 3 lettres. Une à sa femme, une au pasteur de la prison et une au conseil de contrôle allié. J'aurais accepté de mourir devant un peloton d'exécution, mais il n'est pas possible d'exécuter par pendaison le maréchal du Reich allemand. C'est pourquoi je choisis la mort du grand Hannibal. À la différence du grand Hannibal, Göring recourt à une capsule de cyanure qu'un officier américain, chasseur comme lui avait fait parvenir. Tout le monde doit mourir, mais mourir en martyr rend immortel. Vous déposerez un jour nos ossements dans des tombeaux de marbre. Les ossements de Göring, comme ceux de tous les exécutés, furent brûlés et les cendres dispersées dans un affluent de l'Isar.